Bien, on y va. Bonjour chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce matin pour la présentation de la communication du groupe de suivi de la loi d'orientation agricole. Il y a presque un an, jour pour jour, le 7 décembre 2022, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, lançait les concertations avec l'ensemble des parties prenantes sur le futur projet de loi d'orientation agricole. En avril 2023, le bureau de notre commission décidait de créer un groupe de suivi comprenant un membre de chaque groupe politique pour contribuer à la préparation de ce projet de loi. Sous la conduite de Pascal Lavergne et d'Aurélie Trouvé, rapporteurs, ce groupe de travail a associé donc Grégoire de Fournas, Julien Dive, Anne-Laure Babot, Dominique Potier, Thierry Benoît, Sébastien Jumel et Paul Molac. Vous voyez, tous les groupes politiques étaient représentés dans ce groupe de suivi qui avait vocation à préparer l'atterrissage de la loi d'orientation agricole. Alors que le dépôt de ce projet de loi pourrait avoir lieu en janvier ou février 2024, le temps est venu d'entendre les observations et suggestions de notre groupe de suivi. Et puis aujourd'hui même, le ministre aura la possibilité de répondre très rapidement à nos questionnements et de se prononcer sur nos propositions, puisque nous l'auditionnons à 15 h. Madame et monsieur le rapporteur, vous avez donc la parole. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Monsieur Lavergne, Madame Trouvé, qui souhaite commencer? Allez, Monsieur Lavergne. Madame Trouvé me laisse l'initiative et l'introduction. Monsieur le Président, chère Aurélie, mes chers collègues, ça a été rappelé le Président, annoncé donc en début septembre 2022 par le Président de la République dans le cadre de la 8e édition des rencontres Terre de Gym, la mise en place d'un pacte d'orientation et d'avenir pour le renouvellement des générations en agriculture qui doit répondre aux enjeux de formation, de transmission, d'installation et de transition et d'adaptation au changement climatique. Donc nous avons effectivement organisé un certain nombre d'auditions, je ne les ai pas recomptées exactement, mais sans doute une bonne trentaine et sans doute même une centaine de personnes que nous avons rencontrées. Finalement, ce groupe, ça a été dit, s'appuyait sur plusieurs représentants de chaque groupe. Malheureusement, on sait tous la façon dont on peut s'organiser dans le cadre de notre travail parlementaire. Et bien souvent, ces auditions ont été menées principalement par Aurélie Trouvé et moi-même, et de temps en temps par un certain nombre de nos collègues qui ont été cités par le Président. Alors le groupe de suivi aura été l'occasion de rencontrer de nombreux acteurs issus de tous les secteurs qui font l'agriculture française. Notre pays possède une grande histoire et une tradition paysanne. Toutefois, depuis une quarantaine d'années, notre agriculture connaît des crises à répétition, la perte de sens face aux injonctions contradictoires et au désamour d'une partie de la population française. Une crise de croissance face aux chocs mondiaux, aux règles toujours plus restrictives, prises parfois en dépit du bon sens. L'agriculture française, avec ses vastes paysages cultivés, ses terroirs renommés, sa richesse gastronomique, occupe une place prépondérante dans l'identité nationale et dans l'économie du pays. Les auditions riches que nous avons menées, je retiens la demande pressante du monde agricole d'une loi d'orientation agricole ambitieuse, à la hauteur des enjeux et qui viendra fixer le cap ainsi que les moyens afin que notre pays demeure une grande puissance agricole. Il nous faut en effet nourrir aujourd'hui et demain. Dans le contexte actuel de mondialisation des échanges et de dépendance accrue aux importations, il est essentiel de réfléchir à l'importance de la souveraineté alimentaire pour notre agriculture française. En effet, la dépendance vis-à-vis des importations expose notre pays à des risques tels que les fluctuations des prix mondiaux, les crises sanitaires et les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Par souveraineté alimentaire, j'entends la capacité d'un pays à produire suffisamment d'aliments de qualité pour nourrir sa population dans le respect de l'environnement et des ressources naturelles. Cela inclut également la protection des savoir-faire traditionnels et la diversification des productions agricoles et la préservation des espaces et de la biodiversité. Notre ambition doit être que la France reste une terre d'agriculture. La souveraineté alimentaire ne se résume pas seulement à une question d'autonomie et de sécurité alimentaire, elle implique également une réconciliation entre la population et son agriculture, une reconnexion entre les consommateurs et les producteurs. Dans un monde de plus en plus urbanisé et industrialisé, la plupart des citadins ont perdu tout contact direct avec les réalités et la temporalité de l'agriculture. À travers l'ensemble des auditions que nous avons menées, l'ensemble des acteurs ont déploré cette perte de confiance et l'absence de dialogue sur un enjeu qui devrait faire consensus. Il apparaît donc essentiel de rétablir ce lien, de sensibiliser et d'éduquer les consommateurs sur les enjeux et les réalités de l'agriculture et de promouvoir l'excellence
l'excellence et les savoir-faire des productions françaises. Cette réconciliation entre la population et son agriculture permet de recréer des liens de confiance, de redonner aux consommateurs le pouvoir de choisir une agriculture respectueuse de l'environnement et du bien-être animal, de soutenir les producteurs locaux. En renouant avec une agriculture, nous contribuerons à renforcer notre souveraineté alimentaire et à préserver notre patrimoine agricole et culinaire. Cette réconciliation entre la population et son agriculture ne se limite pas seulement à un acte de consommation, mais également à une reconnaissance des efforts et des savoir-faire des agriculteurs. Il est donc primordial de soutenir ces acteurs clés de notre société en accordant une juste rémunération pour leur travail et en créant les conditions propices à leur épanouissement professionnel. Il nous faudra donc mobiliser et accompagner les agriculteurs pour lutter contre le changement climatique. L'agriculture est un maillon essentiel pour lutter contre le dérèglement climatique. Cette lutte doit cependant s'accompagner d'un soutien politique franc et ambitieux. Les agriculteurs sont souvent des acteurs les plus contraints de la chaîne de valeur alimentaire. L'agriculture française doit faire face à des défis environnementaux majeurs tels que le changement climatique, la dégradation des sols et la perte de biodiversité. Il devient donc une nécessité urgente pour assurer la résilience de notre système alimentaire. Cette transition est déjà engagée et doit se poursuivre sur un rythme soutenu, mais également soutenable en termes d'innovation. Face à nous, nous avons donc aussi un défi démographique et le renouvellement des générations. Le renouvellement générationnel est essentiel pour garantir la transition des savoir-faire agricoles, la préservation des terroirs et la dynamisation des zones rurales. Il est primordial de susciter l'intérêt des jeunes pour l'agriculture et de leur offrir des opportunités d'installation et de développement de leur exploitation. Cependant, le secteur agricole doit faire face à de nombreux obstacles qui entravent l'installation des jeunes agriculteurs, la difficulté économique, les coûts élevés d'acquisition des terres et du matériel, ainsi que le manque parfois de soutien financier et une formation adaptée qui sont autant de freins à l'installation des jeunes dans ce domaine. Le besoin de renouvellement générationnel dans une agriculture est une priorité pour garantir la souveraineté alimentaire de notre pays, mais également pour maintenir un équilibre et une vitalité économique et sociale dans nos zones rurales. Il est essentiel de mettre en place des politiques et des actions concrètes pour encourager et accompagner les jeunes dans leur choix et s'investir dans une agriculture afin de préparer l'avenir de notre secteur agricole et de notre société. En conclusion de cette introduction, pas du rapport, à travers la future loi d'orientation agricole, nous devons avoir la capacité d'imaginer l'agriculture française à l'échéance de 2050. L'urgence est de sortir des postures et de trouver un consensus autour de la défense d'une agriculture française et européenne, au-delà de la réconciliation entre la population et son agriculture et du besoin de renouvellement générationnel. Il est également crucial de développer cette vision à long terme de l'agriculture à l'échelle de 2050. En bâtissant une vision globale de l'agriculture à l'échelle de 2050, nous pourrons relever les défis, anticiper les changements et construire un système alimentaire résilient, durable et équitable. Je voudrais, pour terminer cette première intervention, citer Olivier de Kersauzon dans une réflexion qui est bien propre à ce marin. Toutes les idéologies politiques qui ont voulu modifier le monde paysan ont échoué, parce que le monde agricole ne peut être géré par des théories. Il est régi par le principe de réalité. Merci. Maintenant, Aurélie veut... Voilà, pardon. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Madame la rapporteure, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Pascal, chers collègues. Je me réjouis que nous ayons enfin une discussion sur l'orientation nécessaire pour l'agriculture dans le pays. Et je voudrais d'abord remercier mon co-rapporteur et mes collègues, membres du groupe de suivi. Ce nouveau format de travail, en tout cas, me semble particulièrement utile. On a pu auditionner une 50aine d'acteurs. J'espère que nous pourrons poursuivre ce type de format et en affinant évidemment la méthodologie. Vous le savez, chers collègues, les enjeux agricoles sont immenses. Le nombre d'agriculteurs, d'exploitations ne cesse de diminuer, la taille des exploitations ne cesse d'augmenter et les agriculteurs ainsi s'endettent davantage. Parfois, ils arrêtent avant la retraite, ils ne transmettent pas. Nous continuons ainsi de perdre 10 000 exploitations chaque année sans discontinuer. Je crois que nous partageons sans réserve une préoccupation avec mon collègue et co-rapporteur Pascal Laverne, à savoir que nous devons impérativement maintenir le nombre d'exploitations en France.
Mais la loi, telle qu'elle se dessine, ne répond pas à ces enjeux. Bien sûr, le projet de loi va prévoir quelques petites avancées sur le volet éducation-formation, par exemple. Il y a la sensibilisation des jeunes dès le plus jeune âge. Mais le cœur du projet, c'est-à-dire l'installation, la transmission des exploitations, est à cette étape assez indéfinie, manque d'ambition singulièrement. Ainsi, l'idée d'un accompagnement des agriculteurs ou des candidats à l'installation est encore à confirmer dans la loi d'orientation. Il existe aussi la création d'un guichet unique France Service Agriculture qui recevra à la fois les futurs cédants et les candidats à l'installation. Et ça interroge les acteurs auditionnés, en tout cas une partie, parce que le rôle de porte d'entrée semble réservé aux chambres d'agriculture et leurs compétences, évidemment, ne sont pas en cause. Mais certains acteurs craignent que ça se fasse au détriment de la diversité des dispositifs régionaux en place, de la pluralité des structures d'accompagnement et de conseil. Certains plaident d'ailleurs pour que la puissance publique joue un rôle central pour assurer cette pluralité et en tout cas pour que les structures alternatives d'accompagnement et de conseil soient mieux soutenues pour répondre à la grande diversité des projets des candidats à l'installation. Cette loi, surtout qui prétend s'attaquer au défi du renouvellement des générations, ne traite pas des principaux freins à l'installation. Celui notamment d'un revenu trop instable, peu rémunérateur. On aurait pu, par exemple, attendre qu'on discute de prix plancher agricole ou encore, et là j'arrive au cœur du problème, de mieux réguler le foncier agricole pour que ceux qui veulent s'installer en agriculture soient réellement prioritaires sur tout autre acquéreur. Ou encore pour que les SAFER, comme elles le demandent, puissent savoir systématiquement qui veut céder ses terres dans les années à venir. Le projet de loi d'orientation ne prévoit que la création d'un groupement foncier agricole d'investissement. Mais un fonds de portage foncier des SAFER et de leurs partenaires, et c'est d'ailleurs ce que nous a dit la FN SAFER, qui s'appelle Élan, est déjà prêt et n'attend plus que la validation du ministre. J'espère donc que la version du projet de loi qui sera déposée sera bien plus ambitieuse sur ce point. Parmi les grandes questions aussi qui sont censées être traitées figure l'adaptation au changement climatique. Là encore, évidemment, le modèle agricole a besoin d'une bifurcation écologique. Les agriculteurs doivent être mieux formés, accompagnés, aidés pour transformer leur système de production, adopter des pratiques culturelles, une gestion des prairies, des espèces plus adaptées au milieu, plus résilientes face aux sécheresses. Et de ce point de vue, le soutien de l'État est primordial. Je rappelle qu'on avait voté avec une majorité de députés pour des financements supplémentaires pour les mesures agro-environnementales dans le projet de loi de finances 2024, malheureusement non retenu après le 49.3. Eh bien, pour l'instant, la future loi d'orientation agricole ne semble pas faire suite à ces besoins. Je regrette aussi qu'une grande partie en fait, des mesures de transition écologique relèvent d'un pacte dont nous ne savons rien et qui ne sera débattu par personne ici. Ce projet de loi ne répond pas non plus aux dernières évolutions économiques, à savoir la flambée des prix alimentaires qui, en fait, ne bénéficie pas malheureusement aux agriculteurs et surtout entraîne une déconsommation, particulièrement des produits locaux et de qualité, avec en conséquence une crise du bio, des conversions, des abandons en cours dans le secteur. Et donc on aurait eu besoin d'une politique ambitieuse de soutien de cette filière dans la loi d'orientation agricole, par exemple la relance de la demande en produits bio locaux de qualité via la restauration collective ou des dispositifs d'aide alimentaire, on peut encore l'espérer. Dernier angle mort de ce projet de loi, le problème de la concentration des exploitations et de leur agrandissement, qui, à force de grandir, en deviennent de plus en plus intransmissibles en réalité. Donc faciliter la transmission requiert en fait des dispositifs qui vont donner la priorité aux petites et moyennes exploitations ou des agriculteurs économes, autonomes, moins endettés en matériel ou en intrants. Sur tout cela, il nous a été répondu par le ministre de l'Agriculture qu'il faut attendre les mesures, les effets des lois Egalim et Sans Passe-Tous, mais on en connaît d'ores et déjà les limites. Comme vous le voyez, j'ai davantage parlé des angles morts de ce projet de loi tel qu'il se dessine, car il faut bien l'admettre, c'est un projet particulièrement limité, à l'ambition pour le moins restreinte, et un projet de loi, pour l'instant, malheureusement, que je qualifierais de presque vide. Voilà. Bien, je précise quand même que ce projet de loi n'a pas encore été présenté, à ma connaissance. C'est bien le problème. Le commenter une fois qu'il sera présenté, ça sera tout à fait légitime, mais je pense qu'il faut quand même attendre qu'on l'ait et qu'on sache précisément le périmètre avant de pouvoir dire c'est vide ou ça vaut pour l'opposition comme pour le président de la commission. Ça vaut pour tout le monde.
J'indique juste une mesure de prudence, chers collègues jumelles. On va peut-être attendre. Déjà, le ministre va venir nous en parler tout à l'heure. Donc, ça va être l'opportunité tout à l'heure. Vous aurez d'ailleurs la parole préalable pour pouvoir interroger le ministre sur le sujet et obtenir des réponses de la part du ministre. Il va nous donner des perspectives probablement sur le contenu et sur le calendrier. Et une fois qu'on aura ça, on pourra chacun émettre un jugement et améliorer le texte, bien évidemment, puisque c'est notre rôle. Voilà, je précise juste au niveau méthodologique. Je vous propose de passer aux orateurs de groupe. Vous connaissez le principe, jusqu'à 4 minutes par orateur de groupe, inclus 1 minute de réponse au moins pour nos rapporteurs. Donc vous allez maximum à 3 minutes si vous souhaitez parler pendant 3 minutes. On commence tout de suite avec le groupe Renaissance et c'est Éric Girardin qui porte la parole du groupe. Merci Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs. Vous avez très bien recontextualisé la situation dans laquelle se trouve l'agriculture française. La France est le premier pays producteur agricole d'Europe, puisqu'elle y contribue à hauteur de 17% de sa production totale. C'est grâce au labeur quotidien de nos agriculteurs que nous pouvons garantir à nos concitoyens une alimentation saine, équilibrée et durable. Vous avez rappelé également que le 9 septembre 2022, le président de la République, Emmanuel Macron, déclinait lors de l'événement Terre de Gym sa vision pour l'agriculture française, détaillant un pacte d'orientation et d'avenir agricole au service du renouvellement des générations, mais surtout de cette souveraineté agricole et alimentaire absolument indispensable. La crise sanitaire, puis la guerre en Ukraine ont mis en exergue le rôle essentiel des agriculteurs dans notre société et la nécessité impérieuse que nous avons de maintenir une souveraineté de l'appareil productif alimentaire français. Nous avons le devoir de garantir à nos concitoyens la continuité de notre alimentation, la préservation de notre système de production, ainsi que notre indépendance stratégique. Alors que nous importons aujourd'hui 50% de notre alimentation, nous devons assurer une production suffisante pour nourrir nos concitoyens, mais également pour fournir un certain nombre de pays qui ont d'importants besoins. Ainsi, notre production agricole, fortement impactée par les aléas climatiques de plus en plus récurrents, s'adapte, se transforme et se modernise, tout en contribuant de manière positive à la balance commerciale française, puisqu'aujourd'hui, c'est plus de 10 milliards d'euros d'excédents, tous produits alimentaires confondus, même si sa part s'érode d'année en année. À ces importantes mutations d'ordre climatique, sociétal, environnemental, économique et technologique s'ajoute aujourd'hui la contrainte démographique. En effet, dans les 10 prochaines années, un agriculteur sur 2 prendra sa retraite et surtout, 45% d'entre eux cesseront leur activité d'ici 2026, en sachant par ailleurs qu'aujourd'hui, un tiers des exploitations ne trouvent pas repreneur. Il y a donc urgence pour assurer le renouvellement des générations en agriculture, urgence pour assurer la transmission des exploitations et l'installation de nouveaux agriculteurs. Pour ce faire, la loi d'orientation agricole aura un rôle clé. Elle présente un volet formation, qui sera nécessaire pour les nouveaux installés, mais également un volet installation et transmission des exploitations agricoles. Dans ce contexte, quelles sont, d'après vous, les principales orientations à prendre dans la future loi d'orientation agricole pour assurer une souveraineté alimentaire et productive, ainsi que notre indépendance stratégique? Je vous remercie. Merci beaucoup. Qui souhaite prendre? Monsieur ou madame la rapporteure? Allez, j'y vais. Je vais faire le premier. Merci, merci, Monsieur le Président. Je crois que la souveraineté alimentaire, il y a plusieurs leviers. Bien souvent, on parle de l'attractivité des métiers. L'attractivité des métiers, elle a plusieurs leviers. Mais le premier, à mon avis, d'entre eux, c'est la rémunération et c'est l'espérance d'avoir un revenu pour les agriculteurs. Quelle attractivité peut-on avoir pour un métier s'il ne rémunère pas les personnes qui le pratiquent, sachant les risques qu'il y a en termes d'investissement, en termes de quantité de travail à fournir. Donc voilà, c'est tous ces éléments d'attractivité qu'il faut évidemment que nous puissions améliorer. Mais au premier rang, je place effectivement la rémunération des matières premières agricoles qui sont la base du revenu. Hein. Dans les bilans ou dans les comptes de résultats des exploitations, il y a 2 colonnes. Hein. Il y a la colonne produit et la colonne charge. Donc à un moment donné, il faut que la colonne produit elle soit suffisante pour pouvoir couvrir la colonne charge et que tout ça puisse être fait dans des conditions de travail qui soient respectables humainement pour tout le monde. Et les agriculteurs aspirent aussi à un régime de travail qui soit le plus proche possible du régime des salariés
quelque métier que ce soit. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe Rassemblement national et c'est Florence Goulet qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président. Madame et Monsieur les rapporteurs, cette communication ne voit pas le problème pourtant majeur et qui préoccupe tous les agriculteurs, l'excès de réglementation, toujours tatillonne, parfois contradictoire, qui pèse sur la viabilité économique des exploitations et le moral des agriculteurs. Excès de réglementation auquel s'ajoute une ouverture presque totale à la concurrence de pays qui, eux, ne sont pas soumis à de telles normes. Et la transition sous pression, on en parle, et la fiscalité écologique punitive, on en parle, et les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et le Mercosur, on en parle. Comment voulez-vous, dans de telles conditions, favoriser le renouvellement des générations et la transmission des exploitations? Comment susciter des vocations? Les agriculteurs sont en colère, et l'on l'a constaté récemment encore lors de leur manifestation des panneaux à l'envers. Un agriculteur de la Meuse déclarait qu'il passait un tiers de son temps à faire de la paperasse et à se justifier de ce qu'il fait. Après Egalim 1, Egalim 2, De Crozaille et récemment les marges, ce gouvernement nous propose cette énième loi d'orientation agricole. Votre communication est malheureusement de même nature. Vous prenez une grande bifurcation sociale et écologique, le soutien des groupements d'intérêt économique et environnemental pour permettre la conclusion au niveau local de contrats de transition agroécologique. Derrière ce charabia techno, il y a des hommes et des femmes qui veulent surtout qu'on leur garantisse des prix respectueux de leur travail en luttant véritablement contre les marges excessives de la grande distribution, qu'on lutte contre les fraudes à l'importation pour défendre la souveraineté alimentaire française. Ce projet de loi d'orientation agricole ne répondra pas à leurs attentes et pour paraphraser Georges Pompidou, arrêtez d'emmerder les agriculteurs français. Je vous remercie. Bien, qui souhaite prendre Madame Trouvé? Merci. Deux réponses très rapides. D'abord à monsieur le Président, puisque vous avez réagi. D'abord, je voudrais dire qu'effectivement, malheureusement, nous n'avons pas l'avant-projet de loi et je pense que c'est à revoir dans la méthodologie des groupes de travail. Et en tout cas, nous en avons quand même quelques éléments. Ce qui est regrettable aussi, c'est que le calendrier soit pour le moins mouvant. Nous ne savons toujours pas quand sera examinée cette loi dont on nous parle maintenant depuis des mois et des mois. Donc j'espère que nous l'aurons, ce calendrier, cet avant-projet de loi. Néanmoins, nous en avons des éléments. C'est pour ça que j'en ai parlé, des éléments assez précis quand même. Je voudrais répondre en quelques secondes à ce que nous pourrions faire. Moi, je ne crois pas du tout que la réglementation excessive pour les agriculteurs soit le problème. Au contraire, il faut mieux protéger les agriculteurs de la concurrence déloyale internationale. C'est ainsi qu'il faut s'y prendre. Deuxièmement, un revenu agricole stable et rémunérateur avec des prix planchers. Évidemment, c'est ce que nous avons proposé dans la niche parlementaire. Et une véritable régulation du foncier agricole, ce qui manque singulièrement dans cette loi. Enfin, ça nous a été dit par beaucoup d'acteurs auditionnés, un réel soutien à la structuration de filières d'avenir. Je pense par exemple aux chanvre, aux lin, etc., qui là du tout ne sont pas, là aussi, c'est pas du tout sur la table. Voilà. Madame Goulet, comme il restait du temps, souhaitiez-vous réagir? Non, je ne souhaite pas réagir, mais de toute façon, c'est ce que j'ai dit, ça sera une énième loi d'orientation agricole et les agriculteurs attendent autre chose. Merci, Monsieur Lavergne. Oui, moi, je voulais réagir également à une partie de vos interventions et à la réponse qui a été formulée par Aurélie Trouvé. Je crois qu'on ne peut pas faire de procès d'intention à un texte qu'on n'a pas. Donc, on verra ce qu'il arrivera. Ce n'est pas une énième loi d'orientation sur l'agriculture. On ne va pas comparer les lois Egalim 1, Egalim 2 et des Crozailles avec une loi d'orientation. Rappelez qu'il y a eu quand même de très grandes lois d'orientation agricole, notamment la loi d'orientation agricole de 1963. Et c'est encore un petit peu sur ces fondements aujourd'hui que l'agriculture fonctionne. Il faut redonner un souffle. Effectivement, moi j'espère une grande loi d'orientation sur l'agriculture. Nous disposons d'outils en termes de régulation de foncier, en termes de régulation des marchés. Il faut qu'on continue à les faire fonctionner et laissons sécher l'encre, comme ça a été dit l'autre jour, des lois que nous venons de voter. Merci beaucoup. La parole est au groupe La France Insoumise et c'est Mathilde Digné qui porte la parole de son groupe. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteur, monsieur le rapporteur, chers collègues. Garantir une alimentation saine avec des paysannes et des paysans nombreux pouvant vivre dignement de leur travail tout en respectant l'environnement, voilà ce que nous devrions attendre d'une loi d'orientation et d'avenir agricole. Votre présentation nous montre une fois de plus qu'il n'en sera rien. Je ne peux donc que partager avec vous les différents angles morts potentiels de cette loi. Déjà, l'absence de la question du revenu paysan dans le projet du ministère est alarmante.
Nous ne relèverons pas le défi du renouvellement des générations en multipliant les présentations du métier et les visites de ferme auprès des enfants. Et pourtant, j'en ai animé plus d'une des animations pédagogiques à la ferme, donc j'y suis plutôt favorable. Mais ne laissons pas croire que ça réglera le problème. Personne ne veut d'un travail dont le revenu n'est pas garanti. Vous concluez que l'attractivité de l'agriculture passe par une rémunération adaptée du travail des agriculteurs et un juste partage de la valeur. On pourrait traduire cela par prix plancher et encadrement des marges. Vous comprendrez donc ma perplexité devant l'obstination macroniste à s'y opposer. Le second angle mort que vous pointez à juste titre est celui de l'accès au foncier. Le refus du ministère de prendre ce sujet à bras-le-corps est là encore incompréhensible. Parler d'installation sans garantir un accès aux terres agricoles, c'est complètement déconnecté de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Alors oui, le pacte loi pourrait prévoir des dispositions relatives au partage foncier, mais le portage sans la régulation ne changera rien. Les 400 millions d'euros annoncés par le ministre sont au final peu de choses en comparaison aux 7 milliards d'euros annuels de transactions foncières qui ne concernent que 1% des terres. Autrement dit, ce n'est pas un coup de pouce à l'acquisition des terres qu'il faut, mais bien une véritable régulation qui assure un accès à l'usage de la terre. Donc, pas de revenus, pas de foncier. On devient très curieux sur le contenu d'une grande loi d'orientation agricole qui évite tous les sujets. Et vraisemblablement, il ne sera pas question non plus de transition et d'adaptation au changement climatique. Cette question ne devrait pas être traitée dans le texte de loi, mais par voie réglementaire. L'un des outils déjà disponibles pour y répondre sont les mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC. Vous mettez également l'accent sur le désarroi de la filière bio, pourtant incontournable dans la transition agroécologique. Là encore, le pacte loi restera silencieux. Pourtant, vous l'affirmez dans votre communication, les agriculteurs sont prêts à faire la transition. Ils ont cependant besoin d'accompagnement et d'aide économique pour en assumer les coûts. Et la représentation nationale s'est déjà exprimée en faveur de ces sujets lors de l'examen du budget. 271 millions pour la bio, 350 millions supplémentaires pour les MAEC. Tout ça balayé par un énième 49.3. Ma question sera courte. Que peut-on encore attendre d'un texte qui n'entend parler ni de revenus ni de foncier? Je vous remercie. Merci. Qui souhaite répondre? Allez-y. Madame Trouvé. Merci. Donc, je vais répondre, mais je vais aussi répondre à monsieur le co-rapporteur, tout simplement pour dire que pendant que l'encre des lois s'en passe tous et Egalim sèche, eh ben, en fait, il y a des dizaines de milliers d'exploitations agricoles qui disparaissent. Que la balance commerciale agroalimentaire, il faut le dire et le répéter, est en train de singulièrement diminuer, s'effondrer, alors que nous étions une grande puissance agricole. Voilà ce qui est en train de se passer, notamment parce que depuis 2 ans, nous avons une consommation alimentaire en forte baisse intérieure, et notamment et ce qui est très inquiétant, c'est sur les produits locaux de qualité et bio, et que les consommateurs se reportent sur des produits standards, bas de gamme et importés. Et à cela, il n'y a pas de réponse, de mon point de vue, dans la loi d'orientation agricole telle qu'elle se dessine. Alors évidemment, nous n'en avons pas encore la version définitive, mais nous sommes là justement pour peut-être tenter de faire évoluer l'avant-projet de loi, donc il faut l'espérer. Merci. Je vous propose de passer au groupe Les Républicains, et c'est Jean-Pierre Vigier qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, je tiens d'abord à saluer les travaux de ce groupe de suivi, dont les conclusions nous seront utiles pour préparer et mener des réflexions sur ce texte très attendu. Comme vous le savez, l'agriculture française se trouve à un carrefour décisif, confrontée à des défis sans précédent qui exigent une action législative urgente. On se doit de soutenir nos agriculteurs. Toutefois, la patience des acteurs du secteur s'amenuise face au retard continu de ce projet de loi. En effet, la fenêtre pour agir efficacement se réduit à mesure des problèmes comme le changement climatique et le vieillissement de la population agricole s'intensifie. Le texte est régulièrement repoussé et on se doute de la volonté du gouvernement à agir concrètement pour l'avenir de notre modèle agricole. La future loi d'orientation doit impérativement se focaliser sur l'installation et la transmission, qui constituent un véritable angle mort en matière de politique publique. 43% des exploitants en activité auront atteint l'âge de la retraite en 2030. Il est urgent de rendre les métiers de l'agriculture plus attractifs, notamment via les aides à l'installation des plus jeunes. L'importance de la formation et de la sensibilisation dès le jeune âge aux métiers de l'agriculture doit être soulignée avec l'objectif
de développer des vocations et surtout de soutenir l'éducation et la formation continue dans le secteur. Par ailleurs, la loi doit encourager la multiplication des projets innovants et diversifiés, s'adaptant, je le précise, aux réalités territoriales et aux besoins spécifiques de nos agriculteurs. À cet égard, les élus républicains se sont toujours montrés très engagés sur ces questions, notamment en s'opposant aux augmentations des taxes sur les redevances sur l'eau, mais aussi en rappelant à sortir temporairement du marché européen de l'énergie. Comme vous, nous espérons que le gouvernement sera à la hauteur de ces enjeux déterminants et qu'aucun d'entre eux ne sera négligé, que ce soit en matière de souveraineté alimentaire, de gestion de l'eau et surtout de structuration des filières. Aussi, mes interrogations sont les suivantes. Un cadre sera-t-il prévu pour inciter et soutenir l'adoption des technologies agricoles innovantes pour améliorer l'efficacité et la durabilité? Et deuxièmement, pourquoi la question de la gestion des ressources en eau dans le contexte agricole est-elle autant mise de côté, étant donné son importance cruciale pour l'agriculture durable et pour la résilience au changement climatique? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lavergne. Merci, monsieur le député. Je crois que, effectivement, ça a été dit, nous n'avons pas ce projet de loi. Néanmoins, aujourd'hui, on peut s'en donner à cœur joie et dire ce qu'on a envie de dire là-dessus. Et merci pour vos interventions, parce que ce soit Aurélie Trouvé ou moi-même, souhaitons effectivement que ce projet de loi sorte et sorte vite. Il y a effectivement des enjeux de souveraineté alimentaire qui sont énormes. Il y a des enjeux de renouvellement générationnel extrêmement importants et vous les avez mis en évidence. Donc je crois que j'ai la faiblesse de penser que notre commission sera écoutée, entendue et les messages qui sont développés ici pourront être transmis et feront en sorte que en janvier, voire début février au plus tard, nous puissions examiner ce texte de loi. Moi, je ne vois pas comment on peut aborder le Salon international de l'agriculture, porte de Versailles, sans avoir travaillé sur ce texte. C'est vraiment ce que l'on doit. C'est vraiment ce que l'on doit à notre monde paysan. Est-ce que c'est également ce que l'on doit à la société française, sans pour autant faire croire à la société française qu'on va pouvoir toujours faire mieux et toujours moins cher. Nous avons aussi cette impérieuse nécessité de faire comprendre à nos citoyens consommateurs qu'on ne peut avoir une souveraineté alimentaire française qui respecte des règles en matière agro-environnementale sans en payer le prix. Je vous remercie. Je vous propose de passer au groupe démocrate et c'est Anne-Laure Babot qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier mes collègues pour leur travail dans le cadre de ce groupe de suivi. Nous le savons tous, un agriculteur sur deux partira à la retraite d'ici la fin de la décennie. Le défi est immense et les décisions que nous allons prendre dans les mois à venir vont conditionner notre capacité à nous nourrir jusqu'à la fin du siècle, en répondant à deux enjeux, la souveraineté alimentaire et la transition agroécologique. À ce titre, le renouvellement des générations est une véritable opportunité que nous devons saisir. J'aimerais donc avoir votre avis sur une proposition concrète sur la partie formation. Aujourd'hui, les formations agricoles manquent de visibilité auprès de la majeure partie des jeunes appelés à rentrer au lycée. Les jeunes sortis de 3e visitent leur lycée de secteur, voire les lycées à proximité et découvrent les formations qui s'ouvrent à eux, autour de chez eux pour la plupart. Ils découvrent de nombreux bacs technologiques, comme les filières STMG, STI, STL, ST2S, mais pas le bac STAV, Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Celui-ci est à ce jour rattaché au lycée agricole. Spontanément, nos jeunes n'ont donc pas cette même visibilité que pour les autres bacs techno. C'est à ma connaissance le seul bac techno ainsi traité, c'est historique. Bien sûr, nous pouvons améliorer la communication auprès des jeunes sur les formations agricoles. Nous pouvons aussi davantage sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge au métier du vivant. Néanmoins, étant donné l'enjeu de renouvellement et l'urgence, il me semble important de donner de visibilité à ce bac à une plus large population, jeunes comme parents. À titre d'exemple, dans ma circonscription en Charente-Maritime, la formation agricole la plus proche se trouve à l'agrocampus de Saintes, situé à 45 minutes de La Rochelle, préfecture du département. Il faut donc que l'élève fasse la démarche de se renseigner sur l'offre de formation et ensuite qu'il soit prêt à partir en internat à 16 ans. Nous avons donc deux freins majeurs à cette orientation dans le monde agricole. Or, après avoir auditionné l'agrocampus de Saintes et le DAZEN de Charente-Maritime, il serait envisageable que le bac STAV bascule sur le lycée général
et technologique avec un enseignement partagé avec le lycée agricole. Cela pose la question du maintien des effectifs au sein des lycées agricoles qui sont nécessaires pour la pérennité de ces établissements. L'enseignement mixte lycée agricole, lycée général et technologique répond en partie à cette interrogation. Cette proposition nécessairement complémentaire à une meilleure information et une sensibilisation du jeune public serait une solution efficace et rapide pour orienter nos jeunes vers le monde agricole. Je vous remercie pour votre avis. Alors, qui souhaite répondre? Madame Trouvé. Merci. Donc d'abord, je suis ravie de répondre à ma collègue Madame Babot parce que c'est d'abord la question de la formation, c'est quelque chose qui me touche puisque j'ai travaillé 20 ans dans l'enseignement supérieur agricole, agronomique, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ça, c'est une des propositions intéressantes en fait, de mieux sensibiliser les jeunes au moment du collège, voilà, dès le collège, en fait, pas tant en primaire, sur notamment le bac STAV et les filières agricoles. Au sein des lycées agricoles. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, mais voilà, il faudra évidemment y mettre les moyens. Moi, je suis beaucoup plus sensible et je trouve beaucoup plus efficace ce type de proposition que vous faites que par exemple la proposition de bachelor agricole, qui moi m'interroge, mais qui interroge aussi un certain nombre d'acteurs auditionnés. Je pense qu'il vaut mieux valoriser, renforcer les formations et les diplômes existants plutôt que d'en vouloir créer un énième qui peut-être minorera d'ailleurs le reste. Donc autant mieux faire ce qu'on fait déjà plutôt que d'aller inventer quelque chose à mon avis, qui est à mon avis un peu douteux. Voilà. Est-ce qu'il me reste un tout petit peu de temps? Ça me permettra juste de répondre. Vous voulez juste comme il lui restait 30 allez-y. secondes. Madame Babot. Madame Trouvé, si je peux me permettre, pour avoir justement échangé avec l'Agrocampus, le bachelor est vraiment bien accueilli. Et aujourd'hui, comme beaucoup de formations, malheureusement, les niveaux ont baissé de génération en génération. Et aujourd'hui, pour faire des entrepreneurs, le bachelor répond clairement à un besoin. Néanmoins, dans la proposition que j'évoquais, ça permet, puisque si effectivement on bascule le STAV, ça retirera peut-être un peu d'effectifs. Donc le bachelor amène aussi de l'effectif au lycée agricole. Merci. Donc, il y a aussi cette vision à prendre. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe socialiste et c'est Dominique Potier qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président. Oui, je parlais avec mon collègue Thierry Benoît qui disait quand on parle de ça, du bachelor, on ne parle pas des vrais sujets. Je ne suis pas loin de penser la même chose et Boris Vallaud, le président de notre groupe, a une formule que je vais faire prospérer. Il dit il y a pire que de ne pas faire, c'est faire semblant. Bon, je crains, pour l'instant, au vu de ce qui nous est communiqué, qu'on fasse un petit peu semblant. L'agriculture, les questions de nourriture, les questions de sol sont des questions politiques essentielles. Elles touchent à la paix, à la sécurité du monde. Elles touchent à la dignité humaine également. On a deux sujets énormes devant nous. Le mur climatique qui va menacer les agricultures, la nôtre comme les autres, et la falaise démographique avec près d'un paysan sur deux qui aura droit à la retraite. Je ne vais pas dire qu'ils vont partir, mais qui aurait droit à la retraite d'ici 2030. Donc on devrait être dans une loi d'urgence, une loi de programmation, une ambition nationale. Il s'agit de sécurité alimentaire, il s'agit de protection des sols, il s'agit de biodiversité, il s'agit des biens communs de l'humanité. Et tout ça a des conséquences sur le modèle agricole. S'il n'y a pas de relève, il n'y aura pas d'agroécologie, et il n'y a pas d'agroécologie sans élevage. Or, la décapitalisation en élevage est le drame absolu que nous vivons, c'est une perte de valeur ajoutée, c'est une perte d'aménité positive pour l'environnement, et c'est le drame de notre agriculture aujourd'hui. C'est la principale raison de sa baisse de compétitivité qui aujourd'hui est manifeste depuis une quinzaine d'années. Alors, par rapport à cette loi, je vais vous poser 3 questions simples parce que vous avez été au fond des choses et je voudrais saluer votre travail. Vous avez rencontré 50 auditions, c'est un travail énorme que vous avez fait, bravo. Donc vous allez pouvoir répondre aux questions que je vous pose. Pourquoi sur la question centrale, vraiment 90% du sujet, c'est la régulation du marché foncier. Quels sont les blocages qui font qu'aujourd'hui, le projet de loi de gouvernement, vraisemblablement, parce que ça a été répété sur tous les tons, n'aura pas de volet foncier. Alors qu'on sait que Sampastou & Co ne sont pas à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. Bon. Pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage? Répondez-nous, Pascal Lavergne, Aurélie Trouvé. 2, il y a une question énorme qui est un non-dit dans l'agriculture. Est-ce qu'on a besoin de moyens Avons-nous besoin de moyens publics supplémentaires pour l'agriculture ou faut-il les réallouer autrement? Entre
type d'exploitation, entre filières? Est-ce qu'il y a besoin d'une réallocation des crédits ou est-ce qu'il y a besoin de plus de crédits? Est-ce qu'on peut se dire les choses clairement? Est-ce que la loi prévoit une réallocation des crédits? Troisième question, par rapport aux concurrences déloyales, aux inflexions du marché intérieur, quelles sont les propositions que vous pourriez faire pour que le marché soit un de ces moteurs à la fois de la relève par les prix, mais également d'une agroécologie qui est la solution aux questions à la fois écologiques et économiques? Merci. Alors, en 1 minute. Il nous reste 30 secondes chacun. Et comme Dominique Potier a interrogé les deux rapporteurs, on va se garder les 30 secondes. Je crois qu'il existe déjà beaucoup d'outils en termes de régulation foncière. Ils ne sont pas toujours utilisés de la même façon selon les départements. Ça nous a été dit, effectivement, dans le cadre des auditions. Il faut vraiment que les CDOA, les SAFER fonctionnent mieux partout. Et sans doute qu'on redéfinisse bien les missions des SAFER et qu'elles soient homogènes sur tout le territoire. Ça nous aidera sans doute à installer des jeunes. Moi, c'est mon sentiment. Et Madame Trouvé? Bon, je ne sais pas s'il faut que je fasse la réponse franche ou policée. Bon, alors, d'abord, sur l'élevage, je voudrais... Là, je fais... Sur l'élevage, la diminution des productions d'élevage, je veux dire déjà que tous les acteurs auditionnés, et hier encore, par ailleurs, je déjeunais avec... Monsieur Lacombe, le président de Sodial, qui disait la même chose, c'est-à-dire que toutes les productions d'élevage sont en forte diminution. Vraiment, il y a une décapitalisation de cheptel. Enfin, on est en très forte diminution de l'élevage. Deuxièmement, sur les crédits, non, pour l'instant, j'ai compris qu'il n'y avait pas de crédits supplémentaires par rapport à ce qui a été voté pour le projet de loi de finances 2024. Merci voilà. beaucoup. Pour le groupe Horizon, c'est Thierry Benoît qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président. En fait, l'exercice auquel on se livre ce matin, il est révélateur, je dirais, du cafouillage dans lequel on est sur la question agricole depuis 1 an. Et page 9, Madame et Monsieur le rapporteur, vous expliquez, vos rapporteurs, il est écrit, on souhaitait faire la présente communication à partir des rédactions de l'avant-projet de loi qui ont circulé de manière officieuse. J'ai envie de dire, comme aurait dit Raymond Devos en son temps, le projet de loi d'orientation agricole, parlons-en, je ne suis pas un ennemi du colloque. Et moi, je pense que le problème numéro 1 que l'on a depuis 1 an, ce sont les messages contradictoires permanents qui sont adressés aux agriculteurs. Je m'explique. Il y a quelques semaines, la Première ministre Elisabeth Borne annonce un plan d'1 milliard d'euros de soutien à la biodiversité. Mais dans le même temps, on n'est pas fichu capable de régler le problème des MAEC. C'est quelques centaines de millions, 300, 400 millions, 500 millions peut-être. On alerte le ministre de l'Agriculture depuis septembre, pas de réponse. Deuxième contradiction, nous en France, on pose des exigences, et en Europe, on pose des exigences sanitaires à nos agriculteurs, on veut une alimentation sûre, saine et durable, et on signe à tour de bras des accords internationaux, le CETA, la Nouvelle-Zélande, pourquoi pas le Mercosur. Enfin, dernière contradiction, on explique en France... Non, je ne les ai pas votés, c'est pour ça que je me permets d'intervenir en ce sens. On explique à nos agriculteurs qu'il faut moins d'élevage, parce qu'ils ont tous compris qu'il faut moins d'élevage, mais on leur demande de garder les prairies permanentes. Encore un message contradictoire. Et ce qui nous manque depuis 1 an, c'est une orientation claire de la part du ministre de l'Agriculture qui doit nous dire en France et en Union européenne quelle agriculture il veut. Merci. Il sera là tout à l'heure pour nous répondre. En attendant, Monsieur Lavergne ou Madame Trouvé. Non, mais tout à fait d'accord avec les messages contradictoires envoyés. Quand on dit pendant des années aux agriculteurs qu'il faut faire mieux en matière d'environnement et que maintenant les mesures agro-environnementales ne sont même pas financées correctement, que certains ont souscrit des contrats et ne seront peut-être même pas payés à la fin de l'année, oui, c'est des messages contradictoires. Pareil pour le bio, alors que pendant des années, on a dit aux agriculteurs à juste titre, il faut faire plus de bio, et que maintenant, quand la filière est en crise, il n'y a pas les moyens derrière. Donc oui, il y a des messages contradictoires. Et pour finir, tout à fait d'accord avec le collègue Thierry Benoît, il faut absolument une loi d'orientation qui planifie. Le collègue Potier le disait fort bien, on a besoin d'une vision et on ne l'a pas. Monsieur Lavergne. Alors oui, je voudrais compléter la réponse d'Aurélie Trouvé, mais... On a dit qu'il faut faire plus de bio, mais qui ont
Enfin, j'ai pas l'impression qu'on puisse dire que ce soit le ministère de l'Agriculture lui-même et lui seul qui ait dit il faut faire plus de bio. C'est globalement une ambiance sociétale qui a dit oui, il faut faire plus de bio. Mais c'est là toute la contradiction quand même, effectivement, du client, du consommateur citoyen. Il a des exigences. Oui, c'est bien d'aller vers là, mais après quand il en connaît le prix, au moment de remplir son caddie, il se détourne et puis il va sur des produits qui sont moins cher. Donc il faut également que toutes les filières soient en capacité d'apprécier un marché et de voir jusqu'où les consommateurs sont en capacité d'aller par rapport à leurs exigences citoyennes. Merci. 20 secondes, Monsieur Benoît. On passe à la suite. Très bien. Voilà, je sens qu'il va y avoir beaucoup de questions cet après-midi avec le ministre de l'Agriculture. Ça va passer un mauvais quart d'heure. C'est le teasing exactement avant l'audition de tout à l'heure. Pour le groupe écologiste, c'est Marie Pochon qui porte la parole de son groupe. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur les co-rapporteurs, la France a perdu 100 000 agriculteurs et agricultrices entre 2010 et 2020, un gigantesque plan social qui silencieusement s'abat dans nos campagnes. En parallèle, en 30 ans, les populations d'insectes ont chuté de 76%, les oiseaux des champs connaissent eux aussi une hécatombe, sans parler des conséquences des changements climatiques qui provoquent une baisse des rendements durables. L'une des causes est connue et commune. Notre système agricole ne fonctionne plus que pour une poignée. Pas pour la grande majorité des agriculteurs et agricultrices chez qui le mal-être grandit et qui jettent l'éponge, pas pour les consommateurs et consommatrices qui sont poussés par l'inflation à consommer des produits bas de gamme importés quand ils arrivent encore à manger à leur faim, pas pour le vivant qui s'effondre. Dans un contexte de niveaux d'endettement colossaux combiné à une grande volatilité des prix, le travail paysan et la préservation de la nature sont presque inévitablement devenus les variables d'ajustement. Chers collègues, oui, nous atteignons les limites d'un modèle. Annoncé il y a plus d'1 an par le président Macron, le pacte et la loi d'orientation agricole porteront la responsabilité de lui donner un nouveau cap, une nouvelle orientation. Cette mission de suivi s'achève, alors même qu'on ne sait toujours pas vraiment quand ce pacte loi nous sera présenté, qu'on ne connaît ni son périmètre, ni sur quoi il portera in fine, ce qui est quand même un petit sujet. On est là à commenter des fuites, des discussions informelles, et on nous somme de ne pas tirer des conclusions parce qu'on n'a pas le projet de loi. Permettez-moi de questionner en premier lieu la méthode, et par là l'abnégation de nos co-rapporteurs que je remercie pour leur travail, alors que le président de la FNSEA semble avoir plus d'informations que nous au vu de ces annonces de ce matin. Mais du coup, j'ai plusieurs questions à vous poser. Avez-vous senti une réelle volonté de transparence et de co-construction de la part du ministère de l'Agriculture dans vos échanges? Dans quelle mesure ce texte sera-t-il cohérent à la fois avec les objectifs de décarbonation du secrétariat général à la planification écologique et avec ceux de la stratégie nationale biodiversité? Est-ce qu'une trajectoire de planification, d'accompagnement de la transition de l'élevage a-t-elle été évoquée? Sur la question de l'installation, les guichets uniques gérés par les chambres présentent un risque pour la pluralité des accompagnements proposés. Des garanties quant au pluralisme du parcours à l'installation ont-elles également été évoquées? Pouvez-vous préciser quelles mesures permettraient dans ce texte d'améliorer significativement l'accès au foncier pour les candidats à l'installation et de lutter contre l'accaparement des terres agricoles? Enfin, dans quelle mesure la question du revenu agricole, qui est absolument centrale pour répondre sérieusement aux défis du renouvellement des générations, vous semble-t-elle suffisamment traitée par ce texte? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lavergne. Merci, Madame Pochon. Si j'ai bien compté, je pense qu'il y a 10 questions à la fin. Donc, en 1 minute 30, ça va être un petit peu compliqué, mais je crois qu'on aura tout le loisir de pouvoir y répondre au travers des questions individuelles, mais également ultérieurement, quand on aura enfin ce projet de loi déposé et que nous pourrons effectivement débattre ici en commission des affaires économiques et en séance. La question du revenu agricole, elle est pour moi absolument cruciale. En l'occurrence, j'ai été agriculteur par choix. Je n'ai pas repris une exploitation familiale. Je peux vous assurer que j'en ai bavé. Je disais hier soir à un collègue en sortant du club de l'agriculture le montant des annuités auxquelles j'ai eu à faire face pendant quelques années. Je peux vous assurer que c'est pas le travail, c'est pas le fait de travailler le dimanche, c'est pas le fait de travailler de bonne heure le matin en été quand c'est le jour qui vous réveille et que vous devez aller soigner vos animaux. Je croise encore beaucoup d'agriculteurs. Ma circonscription est peuplée évidemment
évidemment de plein d'agriculteurs. Je les côtoie quasiment au quotidien. Ce n'est pas, pour cette population-là, le travail qui est un frein. Ce n'est pas la volonté de pouvoir investir. C'est la capacité à pouvoir rembourser les emprunts qu'ils ont contractés pour faire ce qu'on leur demande de faire. Et ça ne se fait qu'avec des marges, ça ne se fait qu'avec la rémunération des produits et l'attractivité du métier. Pour moi, c'est l'élément essentiel. Le monde agricole, il est capable de s'adapter aux transitions agroécologiques, il est capable de faire tout ça. Mais il faut lui donner les moyens, il faut lui donner la confiance et il faut lui accorder le respect. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe GDR et c'est Sébastien Jumel qui porte la parole de son groupe. Sans remettre en cause la sincérité de nos rapporteurs et le travail qu'ils ont mené, c'est un peu surréaliste parce que on fait un rapport sans connaître le projet de loi. D'une certaine manière, on fait un rapport en faisant l'impasse sur le bilan de projets de loi qui se sont révélés inefficaces. Moi, j'aurais bien voulu qu'on fasse un bilan des états généraux de l'alimentation, des limites des Galim 1, 2, 3, du bilan du Varenne sur l'eau, et puis de ce qui est au cœur des préoccupations et du diagnostic, le mur démographique, très préoccupant, la question des prix rémunérateurs qui ne sont pas au rendez-vous. Moi, dans le pays de Bray, je continue à vous dire que l'élevage est en train d'être laminé, et on nous répond à cela par une loi, une presque loi, vide, avec un bachelor pour amuser la galerie, rien sur la question du foncier, de l'accaparement des terres. Voilà, moi et donc je veux vous dire que si c'était pas si grave, ça pourrait prêter à sourire. Mais on laisse le marché faire son œuvre. On a un président de la République qui continue à négocier des traités de libre-échange dans notre dos, en câlinant l'agriculture. Et cet après-midi, on va nous dire ce qu'on voudra bien nous dire sur le prochain projet de loi d'orientation agricole. Je suis très inquiet des cicatrices que cela peut faire dans notre pays, dans les territoires agricoles concernés. Et je suis très inquiet de l'effet politique que cette absence de considération, de respect, d'actes volontaristes pour notre souveraineté alimentaire produit dans le pays. Quand on dit aux producteurs de lait dans le pays de Bray, chez moi, qu'en 2027, la France va importer du lait et qu'on laisse passer les caravanes, enfin, on se moque du monde. Merci. Qui souhaite réagir ? Madame Trouvé. Alors, je vais à la fois répondre aux collègues Jumel et Pochon. D'abord, par rapport aux questions de Marie Pochon, il n'y a aucune garantie de pluralité qui a été amenée sur la question de l'accueil unique par les chambres d'agriculture. Pas de mesures qui garantissent un meilleur accès au foncier pour l'instant. Aucune mesure qui garantisse un meilleur revenu agricole, une meilleure structuration des filières. À chaque fois, il nous a été dit, quand on a eu les acteurs du ministère, circuler, il y a déjà les lois Egalim et s'en passe tous, dont on ne connaît pas effectivement les effets, c'est bien le problème, ou alors on en connaît déjà les limites, en fait. Et vous avez raison, ça a été dit, le problème, il est que... Enfin, en tout cas, le risque, c'est qu'il y ait une forme de diversion tentée sur, par exemple, un bachelor agricole qui ne répond absolument pas au problème. Alors, j'en arrive à la question de mon collègue Potier. Pourquoi ? J'espère que ça n'est pas parce que, par exemple, la majorité présidentielle craindrait qu'elle n'ait pas justement de majorité sur un tel projet de loi, qui fait que, du coup, on aurait un projet de loi quasiment vide pour éviter... ce problème. Voilà, je le dis assez sincèrement. C'est ça que je vois poindre, c'est qu'en gros, on aurait une loi presque vide. L'essentiel serait mis dans le pacte, côté réglementaire, une loi presque vide, amenant finalement à ce qu'il n'y ait pas de rejet ou de trop forte opposition sur ce texte. C'est la crainte que j'ai aujourd'hui. Et moi, j'espère que nous aurons un vrai débat sur une loi substantielle, parce que l'agriculture et les agriculteurs en ont besoin. Je finirai avec la planification et la vision. Dans les années 60, nous avions une situation d'urgence et de sécurité alimentaire et les lois Pisani, et Pisani en ont été capables. Aujourd'hui, nous attendons toujours une grande loi d'orientation agricole répondant à l'urgence climatique et à celui de la transmission et de l'installation des exploitants.
Merci. Je vous propose de passer au groupe Lyot. Et c'est David Topiac qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur les co-rapporteurs. Donc, merci pour votre rapport et votre rôle d'équilibriste que d'établir un rapport sur peu d'informations sur ce projet de loi, à la fois sur le contenu, mais aussi sur les délais de publication, mais aussi de débat. Donc nous avons beaucoup d'attentes et de questions pour Monsieur le Ministre cet après-midi. Quelques contributions et propositions peut-être à évoquer sur lesquelles je souhaitais vous alerter. Sur le volet orientation-formation, il n'est pas évoqué et peut-être que nous pourrions envisager un peu plus le rôle des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole pour en faire des guichets uniques pour informer, orienter, former, installer de nouveaux arrivants. Et cela nécessiterait sûrement de revoir un petit peu leur statut juridique parce que nous avons là sur les territoires des établissements qui maillent l'ensemble de la France et qui ont déjà des modèles économiques et qui sont en mesure d'être des acteurs de l'orientation et de la formation. Nous avons d'ailleurs une expérimentation sur le département du Gers, sur le lycée viticole de Risque, où j'étais d'ailleurs président du conseil d'administration. Sur l'installation et la reprise, le problème de l'accès au foncier qui est très peu évoqué ou pas du tout évoqué, c'est une grosse préoccupation. Le modèle économique de nos agriculteurs est largement impacté par la nécessité d'acquérir du foncier. Des solutions doivent être envisagées. Je partage l'avis de Dominique Potier de ce point de vue. Parler d'une expérimentation menée en région Occitanie avec la mise en place d'une foncière agricole dans le but de faciliter les installations et d'optimiser les investissements qui se font de manière décalée. Alors la SAFER est partie prenante, la région, la Chambre régionale d'agriculture, coopération agricole, des banques. Je crois qu'il faut que vraiment nous réfléchissions à de nouveaux modèles pour l'accès au foncier. L'adaptation, la transition n'est pas évoqué dans votre rapport et je souhaiterais peut-être qu'on puisse l'évoquer dans la loi, la contribution positive de l'agriculture à l'adaptation à la transition, y compris sur la production d'énergie renouvelable. Je crois que le modèle de l'agriculture et de la ferme de demain sera aussi d'inclure une part de production d'énergie renouvelable et que son modèle économique sera pleinement renforcé avec ce type de dispositif. Je pense au photovoltaïque, l'agrivoltaïque et puis les méthaniseurs évidemment. Et puis enfin, pour terminer, vous parliez tout à l'heure de souveraineté alimentaire et du lien entre le consommateur, le producteur. Je crois qu'il y a une nécessité aujourd'hui à associer le consommateur et le citoyen à cette loi d'orientation d'avenir agricole. Nous avons d'un côté des attentes très fortes sociétales des citoyens qui divergent complètement des comportements des consommateurs. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des modèles économiques de nos exploitations agricoles qui sont mis à mal. Et donc, je crois que le rôle de la puissance publique est de mettre l'ensemble de ces acteurs autour d'une table et d'assurer un accompagnement. On ne peut pas laisser les agriculteurs évoluer dans une transition nécessaire sans que le modèle économique soit pérennisé, que la puissance publique vienne accompagner ces transitions. Merci beaucoup. Pascal Lavergne. Oui. Je vais retenir, merci monsieur le député, je vais retenir un axe qui a été évoqué par plusieurs d'entre vous, c'est la problématique du foncier. Quand nous avons rencontré les acteurs de la SAFER, nous avons des gens qui nous ont présenté également une solution qu'ils avaient pu mettre en œuvre, je ne sais plus dans quel département, mais peu importe, où ils ont eu la possibilité de reprendre une grosse exploitation et de la démembrer, ou en tout cas de la partager avec plusieurs acteurs qu'ils ont pu installer, ou éventuellement certains qui étaient peut-être dans des petites structures pouvoir être agrandis. Tel que fonctionne la SAFER aujourd'hui, c'est pas forcément très facile à faire, puisque aujourd'hui, pour que la SAFER puisse préempter, il faut qu'elle ait des repreneurs ou un repreneur. Et bien souvent, le modèle classique, c'est on préempte pour un gars, peut-être celui qui a la moins grosse exploitation parmi de grosses exploitations qui sont candidates. Il faut essayer de trouver des moyens pour faire en sorte que la SAFER puisse jouer son rôle de réaménageur foncier et d'installation des jeunes. Merci beaucoup. Merci, madame, monsieur le rapporteur. Je voudrais porter moi aussi une réflexion suite aux propos des différents orateurs de groupe. Dans un processus législatif standard, ce qui se passe, c'est que le gouvernement présente en Conseil des ministres un projet de loi, il arrive ensuite dans la Chambre, et à ce moment-là, on désigne des rapporteurs qui mènent des auditions et qui ont un examen critique du contenu d'un projet de loi. À la fois avec les acteurs qui sont auditionnés, mais aussi un regard critique de l'expert qui est le rapporteur sur ce texte. Bon. Et ça, c'est ce qu'on fait pour tous les projets de loi. Quand on a décidé de monter ce groupe de suivi, on ne l'a pas fait pour se substituer aux futurs rapporteurs
qui travaillera et qui travailleront sur le projet de loi. Et on ne l'a pas fait pour dézinguer à l'avance un projet de loi qui n'est pas encore connu, qui n'est pas encore présenté en Conseil des ministres. On l'a fait pour deux raisons. On l'a fait d'abord pour se donner le temps d'écouter tous les acteurs, parce que vous savez que d'habitude, le timing est très contraint entre la présentation au Conseil des ministres et l'examen à l'Assemblée. Et donc on s'est dit, on se donne du temps d'auditionner tous les acteurs agricoles pour pouvoir avoir leur ressenti sur ce qu'ils attendent du futur projet de loi. Et donc c'est le premier objectif. Et puis le deuxième, c'était de se dire, dans un contexte de majorité relative, où il faut trouver un certain nombre de consensus, de compromis, d'accords, quels sont les points sur lesquels on est capable, en amont de la présentation du projet de loi, de converger, et quels sont ceux, à l'inverse, sur lesquels on diverge. Et du coup, je ne vais pas porter un jugement sur un projet de loi que je n'ai pas. Et on va voir ce que dit le ministre cet après-midi, et on va voir, et ça sera les futurs rapporteurs qui nous éclaireront sur les futures dispositions du projet de loi. Donc moi, je n'ai pas de préjugés par rapport à un texte qui va arriver. Par contre, j'ai deux questions précises par rapport à l'objectif que nous nous étions fixés avec ces groupes de suivi. Première question, des différentes auditions que vous avez eues avec les acteurs. Quels sont pour vous les points de convergence sur lesquels vous sentez que les organisations professionnelles des agriculteurs convergent en disant vraiment cette mesure-là ou ces mesures-là, on veut vraiment les avoir, et vous sentez que ça converge, c'est-à-dire qu'ils vous disent tous la même chose sur le sujet. À l'inverse, quels sont les points de grosse divergence où vous avez senti qu'ils n'étaient pas du tout raccord entre eux sur le projet? Même chose côté politique, puisque vous avez associé chacun des représentants des différents groupes. Est-ce que vous avez senti des points de convergence au sein de notre assemblée, de notre commission, sur lequel vous vous dites qu'il y a une large majorité qui défend tel ou tel aspect du futur projet, et quels sont, à l'inverse, les points où vous vous dites c'est mort, on n'est pas du tout d'accord, et sur ces points-là, on n'aura pas de majorité pour le faire. Moi, c'est un peu ça les questions que j'ai envie de vous poser en tant qu'expert, co-rapporteur, et en ayant travaillé pendant des mois à faire 30 auditions avec différents groupes. Et je pense que c'est ce qu'on attendait initialement de ce groupe de suivi. S'il a été utile, est-ce que vous êtes capable de nous formuler des réponses sur ce sujet-là? Combien vous nous donnez de temps, Monsieur le Président? On va essayer, voilà. Ok. On va répondre chacun de notre côté, comme ça vous pourrez effectivement comparer éventuellement les visions. Je crois que chacun s'accorde sur le fait qu'il faut ouvrir le monde agricole et reconnecter la société via nos jeunes, donc via l'enseignement primaire, via l'enseignement en collège également, reconnecter notre société, nos jeunes au monde agricole pour leur faire connaître ce que c'est réellement une ferme. Ça, tout le monde est assez d'accord là-dessus, sachant que c'est pas aussi évident que ça à mettre en œuvre. On peut en connaître les limites, notamment quand on est élève dans une métropole où il n'y a pas forcément une ferme et des vraies fermes à proximité. Donc il y aura des problématiques de moyens. Mais tout le monde s'accorde sur cette nécessité de reconnecter via les jeunes. Concernant la problématique foncière, je crois que tout le monde a effectivement, et ça a été exprimé à plusieurs reprises ce matin, tout le monde a conscience de la nécessité d'un accès au foncier. Moi, je considère qu'il existe des moyens aujourd'hui, qu'on ne les met peut-être pas en œuvre de façon suffisamment forte, qu'il faut peut-être redonner, c'est ce que je disais tout à l'heure, des moyens d'action à la SAFER en lui permettant de vraiment jouer son rôle d'aménageur comme elle a pu le faire. C'est à mon avis une solution pour limiter l'accroissement intempestif des exploitations. Et également, il y a la question du revenu, sauf que on n'est pas forcément tous d'accord sur les moyens et ni le type d'agriculture, entre une agriculture plus bio, moins bio, une agriculture conventionnelle mais qui fait des efforts. C'est plutôt vers ce modèle-là, moi, que je tends, vers une agriculture conventionnelle mais qui est toujours dans un processus d'amélioration de ces pratiques agro-environnementales. Merci beaucoup, Madame Trouvé. Merci. En tout cas, c'est une remarque et une question très intéressante, Monsieur le Président. Je pense qu'il faut sortir de l'illusion du consensus, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, nous avons interrogé des acteurs aux intérêts très différents. Il n'y a pas de convergence d'intérêts entre des grandes entreprises, des multinationales de transformation et de distribution, des producteurs et des consommateurs. Il y a des intérêts différents. Et c'est notre rôle de politique, justement, d'arbitrer, de discuter de visions différentes en fonction des grands enjeux. C'est bien pour ça qu'il y a une pluralité des syndicats agricoles aussi. C'est bien pour ça qu'il y a une gauche et une droite dans ce pays. C'est parce qu'il y a des visions différentes à débattre, évidemment. Donc ça, c'est une première remarque. Ensuite, effectivement, il y a quand même les acteurs auditionnés, il me semble, ont présenté, en tout cas, des intérêts convergents sur un certain nombre de sujets qui ne sont pas, pour l'instant, dans le projet de loi tel qu'il se dessine, tel que le ministère de l'Agriculture nous l'a présenté. La question des revenus.
C'est la question des revenus et de la structuration des filières. Quasiment tous les acteurs agricoles auditionnés, y compris la profession agricole majoritaire, etc., nous ont dit « nous avons besoin d'une loi qui s'attaque à nouveau à la question des revenus et de la structuration des filières ». Ils nous ont quasiment tous dit « nous avons besoin d'une loi qui s'attaque à nouveau à la question de la régulation du foncier agricole ». Or, tout ça n'est pas pour l'instant, je dis bien pour l'instant, dans le projet de loi tel qu'on nous l'a présenté. Donc j'alerte ici, je dis « et nous avons besoin d'une loi, une vraie loi, où il y a la régulation du foncier. Pas seulement, et je finirai là-dessus, avec la proposition d'un fonds de portage de 400 millions d'euros, alors qu'on apprend par les SAFER, la Fédération nationale des SAFER, qu'en fait, il y a déjà un fonds de portage de 3 milliards d'euros qui est pour l'instant sur la table du ministre et qui n'est pas débloqué. Donc la seule chose concrète qu'on nous propose, c'est un fonds à 400 millions d'euros, alors qu'il en existe un de 3 milliards d'euros qui est pour l'instant bloqué. Donc, je veux dire, la seule avancée concrète sur le sujet du foncier, par ailleurs, n'est pas une avancée concrète. Voilà, je le dis. Donc, oui, il faut se ressaisir, je le dis, y compris de la part du gouvernement. Il faut se ressaisir et véritablement aborder les vrais sujets qui sont demandés par les acteurs auditionnés. Merci beaucoup, merci pour vos réponses. Et puis, ça nous permet de savoir si ce format il est utile, il marche ou il faut l'arrêter. Voilà, c'est l'objectif. Hein, c'est est-ce qu'on continue cette expérimentation des groupes de suivi? Est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce qu'on laisse tomber, on fait des missions d'information et on fait autrement? C'était un peu le sens aussi de ma question. Je vous propose de passer aux questions individuelles. Nous allons commencer avec Nicole Lepay. Merci, Monsieur le Président, chers collègues rapporteurs. Vous connaissez toute l'importance des groupements d'employeurs agricoles et ruraux. La législation ne contribue pas suffisamment à les soutenir et à les sécuriser, du moins ce modèle, notamment en cas de défaillance de paiement de l'un de ses membres. On l'avait déjà évoqué. Aussi, les groupements d'employeurs feront-ils partie des recommandations que l'on souhaiterait voir traduites dans ce nouveau projet de loi d'orientation agricole? Merci. Non, on continue je prends toute la liste. Grégoire de Fournas. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, je crois que nous sommes nombreux ici à être d'accord sur le fait que ce projet de loi d'orientation agricole ne répondra pas aux enjeux majeurs. Il y avait quand même un enjeu qui était important, c'est la question de l'eau, du stockage de l'eau. Il y avait dans le projet de loi qui a fuité l'idée de l'intérêt général majeur. On sait par la presse que cette idée a été refusée par l'Élysée, et donc elle ne sera très manifestement pas dans ce projet de loi. Mais il y a une phrase que j'ai trouvée un peu énigmatique dans votre rapport, mes chers collègues. Je vous la cite. Vos rapporteurs pensent également que des mesures doivent être adoptées en vue d'une meilleure gestion des ressources en eau. Le secrétaire général à la planification écologique ayant indiqué sa volonté de réduire la consommation de l'eau à l'hectare. Alors, si je comprends cette phrase de la part de Mme Trouvé, dont on connaît évidemment les positions sur ces questions, je la comprends moins de la part de Pascal Lavergne. Je ne le prends pas à défaut, je tiens à le dire à tous les collègues, parce que j'en ai parlé hier soir, donc voilà, mais je voudrais qu'il nous explique un peu quelle est la position sur ce sujet. Merci beaucoup. Monsieur René Pilato. Merci Monsieur le Président. Donc le GIEC nous a annoncé 1,5 degré en 2100, puis en 2050 et maintenant en 2030. Donc avoir une souveraineté alimentaire, ça passe par pouvoir produire. Et dans ce cadre-là, sachant qu'on va avoir 40% de pluie en moins, donc des nappes phréatiques de plus en plus vides, ça posera le problème de l'eau, effectivement. J'aimerais poser la question suivante. Quelles sont les pistes pour restaurer les sols, accélérer la recherche pour de nouvelles plantations, pour être prêt en 2030? Dit autrement, vous parliez des lois Pisani, chers collègues, donc va-t-il y avoir une loi Trouvé-Lavergne pour faire un aménagement du territoire qui soit compatible d'ici à 2030 avec les différents scénarios qu'on ne maîtrise toujours pas avec l'accélération du réchauffement climatique et les conséquences sur notre territoire? Merci. Merci beaucoup. Monsieur Julien Dive. Merci, Président. Bravo à tous les deux, parce que c'est pas simple de faire un rapport sur pas grand-chose. C'est vrai qu'on nous a promis, on nous balade depuis quelques mois sur ce texte et qui arrive on ne sait quand. Je pense que votre communication va peut-être même être plus décalée d'1 ou 2 semaines, dans la mesure où on auditionne le ministre cet après-midi et on va essayer de lui tirer le verre du nez pour en savoir davantage. Néanmoins, je vais essayer d'aller sur un sujet technique, puisque dans votre rapport, vous préconisez un certain nombre de points, notamment à la page 11, au grand B,
Vous parlez de recherche et d'innovation et de moyens à mettre sur la table sur la recherche et l'innovation pour faire face aux défis climatiques. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point. Et là, j'aimerais aller un peu plus dans le détail et peut-être mettre un pavé dans la mare. Vous faire réagir sur les nouvelles techniques génomiques, puisque dans les boîtes à outils qui se présentent aux agriculteurs, il y a toute une carrière d'outils, la technique culturale, le changement des superficies et les NGT qui sont en débat au Parlement européen, et il ne faut pas se leurrer, arriveront en débat au Parlement français. J'aimerais avoir votre avis sur la question. Merci. Nous avons Philippe Naillet. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que, pour nous aussi, la question agricole, et derrière la question agricole, j'entends pour nos territoires ultramarins, vous l'avez compris, c'est la question de la souveraineté alimentaire qui est importante. J'espère que vous prendrez ça en compte dans votre loi d'orientation agricole. Je le dis pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on l'a bien vu au moment de la crise Covid, si les Réunionnais ont pu se nourrir, c'est grâce à la production locale. Il existe de vraies filières chez nous aujourd'hui. On a une sorte d'autonomie alimentaire, si je puis dire, dans les filières animales. Je pense au porc, je pense à l'élevage de poulets, je pense aux bovins, mais nous sommes loin du compte. Nous sommes loin du compte parce que derrière, il y a l'enjeu du foncier. Je le dis quand même pour vous, on ne peut pas, vous le savez, sur ces questions-là, vous êtes expert par rapport à moi, sur cette question-là, on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire si on ne s'intéresse pas à la question du foncier. Nous, vous devez le savoir, en 11 ans, nous avons perdu 4000 hectares de surface agricole utile. Donc c'est pour vous dire, intégrer les Outre-mer, intégrer l'enjeu de la souveraineté alimentaire, c'est très important pour nous qui sommes à 9600 km de l'Hexagone. Merci. Merci beaucoup. Monsieur André Villiers. Merci, Monsieur le Président. Une remarque générale et 3 questions. L'attractivité de l'agriculture dépend en premier lieu de la garantie d'un revenu décent, ça a été dit, mais aussi de la levée d'un certain nombre de carcans administratifs de tous ordres. Je veux évoquer la crainte permanente des contrôles de toute nature, comme de l'empilement d'un certain nombre de structures para-agricoles où chacun s'ingénie à prouver son utilité. Combien d'intervenants font vivre les 400 000 exploitations agricoles dans des domaines aussi variés que l'environnement ou la stricte observance de la réglementation européenne ? La PAC est devenue en quelque sorte la corde qui tient le pendu. 3 sujets précis. La gestion des fonds FEADER par les régions se fait parfois au détriment des agriculteurs. Il en est ainsi en Bourgogne-Franche-Comté, où la région a choisi de couper toute relation avec les agriculteurs en centralisant à Dijon et Besançon la gestion de 3000 dossiers qui font l'objet d'absence de traitement en matière d'installation ou d'aide à l'investissement. L'appui des chambres d'agriculture n'a pas été sollicité, ce qui est particulièrement regrettable. Comment ne pas décapitaliser en élevage face aux injonctions contradictoires et à l'absence de vétérinaires dans les bassins allaitants ? Et enfin, peut-on s'installer en agriculture, ce qui touche à la question foncière, hors cadre familial ? Merci beaucoup. Madame Virginie Duby-Muller. Merci aux 2 rapporteurs pour leur communication. Je souhaite vous interroger sur le foncier agricole et en particulier sur le phénomène de la consommation foncière masquée. Il s'agit d'une consommation des espaces productifs agricoles par les non-agriculteurs qui se rendent propriétaires de terres, soit lors d'un achat résidentiel, soit lors d'achats d'agréments, achat d'un pré, extension d'un jardin, etc. Ces terrains ne sont pas soustraits de l'espace nature car ils ne sont pas urbanisés, mais ils acquièrent un usage de loisirs difficilement réversible. En témoigne d'ailleurs le prix moyen consenti pour acheter ces terrains qui est supérieur au prix agricole. En région Auvergne-Rhône-Alpes, sur la période 2015-2020, le volume d'espace impacté est de l'ordre de 4000 hectares par an. Cela a plusieurs conséquences sur l'agriculture, réduction des surfaces productives, mitage des espaces et multiplication des risques de conflits d'usage. Or, on sait évidemment que l'accès aux terres agricoles est un frein aujourd'hui pour les jeunes et les néo-agriculteurs. Au vu des premières auditions ou des futurs travaux, avez-vous des éléments à nous communiquer sur ce sujet qui me paraît très important pour l'avenir de l'agriculture française ? Merci. Merci beaucoup. Et je vous propose de terminer avec Thibaut Bazin. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi Pacte et loi d'orientation et d'avenir agricole est fortement attendu par la Ferme France. Madame et Monsieur les rapporteurs, je voudrais vous interroger sur l'avenir des zones intermédiaires, comme en Lorraine, au regard du réchauffement climatique et des enjeux liés à l'eau. L'adaptation des pratiques culturales apparaît aujourd'hui comme la seule piste, avec des cultures d'hiver récoltables au printemps et, disons-le, une diminution de l'élevage. Ce n'est pas acceptable. On ne peut subir cette décroissance imposée, sans le dire, de notre modèle agricole. Il nous faut prioriser la résilience du modèle polyculture-élevage afin de le sauver. Or, les arbitrages actuels se font au détriment de l'atelier d'élevage, avec une modification des usages des prairies et par voie de conséquence une décapitalisation de cheptels et une perte d'actifs agricoles. Ne faudrait-il pas,
Développer rapidement une irrigation dans les secteurs où elle n'existe pas. Cela pourrait passer par une approche conjointe production-biodiversité, en additionnant et non en imposant, en construisant des solutions techniques basées sur la nature. Dans quelle mesure le projet de loi pourrait faciliter des expérimentations pour construire le modèle de rentabilité polyculture-élevage en innovant pour répondre aux spécificités territoriales comme en Lorraine? Merci beaucoup. Je crois que nous avons terminé les questions individuelles, à moins d'une relance de Monsieur Jumel. Allez-y. Oui, pardon, je me réveille un peu tard. J'ai deux sujets de préoccupation. Dans les renoncements de nos agriculteurs dans mon territoire, la question des moyens de remplacement, la difficulté à trouver des moyens de remplacement qui renvoie d'ailleurs aux conditions de travail des agriculteurs est un sujet. Est-ce que c'est une problématique que vous avez étudiée dans les réponses à envisager dans le cadre de la loi orientation agricole? Deuxième préoccupation qui renvoie à celle du foncier, c'est celle de l'accès aux emprunts pour les jeunes agriculteurs. Selon la formule, on ne prête qu'aux riches. Et quand le foncier augmente, quand le foncier devient rare, quelle capacité ont les jeunes agriculteurs d'accéder à l'emprunt pour s'installer? Voilà ma deuxième question. Merci. J'ai Monsieur Bricot aussi qui souhaitait faire une relance. Merci Monsieur le Président. Moi, juste une petite remarque peut-être de fond. Je crois qu'à partir du moment où on fait le foncier comme un outil de spéculation, mais aussi un outil de travail, ça s'entrechoque. C'est deux réalités économiques qui s'entrechoquent. Et qu'est-ce que vous faites dans la loi pour avoir cet évitement? Parce que c'est votre cas. Évidemment, quand il faut investir dans un outil de travail, le salaire ne le permet pas, et ce serait vrai dans beaucoup de métiers. C'est comme si un instituteur devait acheter son école pour pouvoir travailler. Évidemment, il faut des revenus conséquents. Et on retrouve le même problème, même quand il y a des successions familiales. Quand il y a plusieurs enfants, on se retrouve avec ce problème d'investissement spéculatif qui pose problème. Merci beaucoup. Pas d'autres questions. Je vais donc laisser nos rapporteurs nous répondre. Qui souhaite commencer? On y va, on se partagera. Moi, je vais essayer d'en prendre un certain nombre. Merci, Président. Merci. Alors d'abord, remercier de l'indulgence qui est la vôtre par rapport à l'exercice qui était, vous l'avez remarqué, loin d'être simple à pouvoir réaliser, mais malgré tout, extrêmement intéressant parce que pour le coup ça plante le décor et ça permet effectivement d'avoir les prémices un petit peu des attentes des différents groupes de façon complètement officielle. Je ne suis pas surpris des discours qui sont tenus là, mais au moins on l'aura fait de façon officielle et ça nous permettra d'aborder cette loi avec déjà la connaissance des attentes des uns ou des autres, et je crois que c'est extrêmement important d'avoir pu le faire. Je vais les prendre un petit peu au hasard. La question de l'eau, oui, je crois que c'est mon collègue de Gironde qui m'a interrogé là-dessus. Oui, je crois qu'on ne peut pas me taxer de ne pas connaître ma position sur la question de l'eau. Moi, je suis favorable au stockage de l'eau en hiver. En l'occurrence, j'ai donné un exemple l'autre jour à l'occasion de la niche LFI sur la question des bassines. Un exemple que je connais dans ma vallée, qui est la vallée du Drô, où l'eau est tombée en abondance depuis le mois d'octobre jusqu'à ces jours-ci. Nous avons des réserves, nous stockons et nous pouvons irriguer jusqu'à 11 000 hectares de culture dans une vallée avec 15 millions de mètres cubes qui y sont stockés. Je crois que c'est un modèle qui est plutôt vertueux et il est également vertueux en termes de biodiversité. Je relisais le rapport de ce syndicat qui s'appelle Epidro, qui gère également des zones humides. Voilà, pardon, je cherchais le terme, des zones humides qui sont en nombre du fait de la réalimentation de cette rivière qui ne sèche pas en été parce qu'on maintient un débit d'étiage. Donc tout ça, c'est compatible, mais il faut partager ça avec la population et expliquer et arrêter d'être sur des postures et voir que l'eau qui tombe en hiver de façon massive, il faut la stocker pour la réutiliser. Elle est bien pour tout. Concernant la question de notre collègue Julien Dive sur les nouvelles technologies, on va dire génétiques, moi j'y suis extrêmement favorable et je crois qu'il faut qu'on s'empare de ce débat, qu'on le dépassionne, qu'on n'assimile pas cette nouvelle technologie aux OGM qu'on a interdit, très bien, mais aujourd'hui il y a de nouvelles technologies qui peuvent nous rendre service en matière de limitation des produits phytosanitaires de grâce. Ne nous coupons pas de ces nouvelles technologies, disons là aussi sortons des postures vis-à-vis de la société, ne parlons pas de choses
que l'on ne connaît pas en agitant les sorcières, voilà, et en sortant des fantasmes. Je crois qu'il y a vraiment des choses extraordinaires qui sont devant nous sur le plan technologique et de la recherche. Donnons ces moyens à nos agriculteurs demain, ça nous permettra d'être concurrentiels vis-à-vis d'autres pays qui les utiliseront. Concernant les ultramarins, merci d'avoir posé la question. En l'occurrence, moi j'avais souhaité qu'on auditionne, et nous l'avons fait à la fin, le CIRAD, qui est un organisme de recherche qui est à Montpellier, que j'avais eu l'occasion de rencontrer dans le cadre d'un Tour de France que j'ai entrepris depuis ce printemps jusqu'au début de l'automne pour découvrir de nouvelles pratiques agricoles. Le domaine de la recherche est également très important pour les territoires et départements d'outre-mer. Il y a effectivement des leviers pour pouvoir permettre une autosuffisance, enfin tendre vers une autosuffisance alimentaire pour ces territoires. C'est variable selon les départements ou les territoires. En l'occurrence, la problématique du foncier est clairement identifié dans ces zones-là, puisqu'il y a eu des consommations abusives pour construire des résidences sur des fois des terrains un petit peu grands, donc qui limitent effectivement, et c'est souvent sur les meilleures terres, sur les terres de vallée où on pouvait faire des cultures légumières. Donc il faut également sortir peut-être des cultures exportatrices, on va dire vers la métropole, mais qui sont néanmoins extrêmement importantes pour ne pas déstructurer des filières. Je pense à la filière banane ou aux filières également sucre, avec la canne à sucre, puisqu'il y a des coopératives, il y a des industries, il y a des gens qui travaillent sur ces filières-là. Il faut garder l'équilibre entre le maintien de ces filières et également le développement de cultures, on va dire, de type vivrière, en tout cas, qui permettent de faire vivre les populations. Il y a des gens qui ont envie de s'installer. Cette problématique foncière, il faut qu'on la prenne en compte, mais il faudra qu'on ait un volet assez spécifique, me semble-t-il, pour les territoires ultramarins, et ne pas les oublier, parce que s'ils s'alimentent avec des produits qui viennent des métropoles et avec des allers-retours de bateaux ou d'avions, c'est absolument inacceptable aujourd'hui. Et je pense qu'il faut que les territoires s'emparent également des PAT. J'ai cru comprendre que certains le faisaient avec beaucoup d'enthousiasme. Il faut qu'on leur donne des moyens et qu'on impulse un petit peu ces politiques-là, cette volonté politique. Mais je compte sur vous, en tout cas les députés ultramarins, pour pouvoir nous aider dans ce domaine-là. Bon, je vous laisse la parole à Aurélie, puis je reprendrai après si besoin. Merci beaucoup. Madame Trouvé. Merci, Monsieur le Président. D'abord, plusieurs questions ont été posées sur la question des terres agricoles. Bon, il me semble qu'on devrait avoir un principe qui est que toute terre agricole aujourd'hui à vocation alimentaire doit rester à vocation alimentaire, étant donné les immenses défis de souveraineté alimentaire. Je l'ai dit, nous avons un immense défi dans les années à venir. Je le dis aussi, ça pose la question, d'abord il a été mentionné les énergies renouvelables, ça pose la question d'une plus forte régulation encore de l'agrivoltaïsme et de la méthanisation de ce point de vue-là, et notamment de l'agrivoltaïsme, pour qu'ils ne viennent pas en concurrence avec les terres aujourd'hui qui servent à l'alimentation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je suis tout à fait d'accord aussi pour dire qu'on a un problème côté SAFER, et les SAFER nous l'ont redit, il y a un problème aujourd'hui de régulation et de lois qui ne sont pas suffisamment adaptées pour que la SAFER fasse réellement son travail et pour qu'il y ait réellement justement le fait que ces terres restent à vocation agricole et ne partent pas par exemple vers des activités de loisirs et ne soient pas accaparées par exemple par des gens riches, urbains qui voudraient par exemple faire passer ces terres pour une autre vocation que l'alimentation. Et donc de ce point de vue-là, je dis il y a à faire évoluer encore la loi. Je crois que la question du fonds de portage pourrait répondre au problème en partie de l'accès aux terres par ceux qui s'installent. Mais là aussi, je le dis, le problème n'est pas tant de ce fonds de portage de 400 millions d'euros à créer que déjà de débloquer le fonds SAFER qui existe déjà. Ensuite, sur la question des groupements d'employeurs. Tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut renforcer les groupements d'employeurs, ne serait-ce que parce que j'espère que nous partageons cette idée-là, il vaut mieux des humains plutôt que des robots. Je le dis parce que nous avons un taux de chômage aujourd'hui qui est en train de repartir. On nous annonce presque 8% de taux de chômage d'ici quelques mois, alors que nous étions à 7%, on va repasser à 8%. Non, c'est pas du tout. Ah, c'est hors sol. Vous croyez que c'est hors sol quand on perd 10 000 emplois, 30 000 équivalents temps plein dans l'agriculture par an? On perd 30 000 équivalents temps plein dans l'agriculture par an.
Donc oui, l'agriculture pourrait être justement un pourvoyeur d'emplois bien plus important aujourd'hui, plutôt que de détruire de l'emploi. Et donc pour ça, les groupements d'employeurs permettent par exemple que pour une traite, plutôt que d'avoir un robot de traite, on a un groupement d'employeurs qui permettent, ou des GAEC, des formations de GAEC qui permettent justement de ne pas être obligé de traire matin et soir et d'avoir des remplaçants, par exemple, ou des associés qui permettent de faire la traite pas tous les matins et tous les soirs. Voilà, il existe aujourd'hui des solutions, mais qui doivent être bien davantage soutenues pour favoriser les humains plutôt que les robots. Je finirai sur la vision, et ça va rejoindre ce que je dis, les technologies. Moi, je ne suis pas anti-technologie. Simplement, aujourd'hui, on a un problème de dépendance des exploitations face à l'agrofourniture. On a un problème de dépendance face à l'agrofourniture et aux banques des exploitations. Moi, j'aspire à des exploitations qui soient plus autonomes et plus économes. Donc, ça veut dire désendetter. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même deux visions sensiblement différentes. La question, c'est vers quoi l'État amène. Est-ce que c'est vers plus de matériel, plus de technologies de pointe, plus de nouvelles technologies type NGT qui vont faire de la dépendance supplémentaire par rapport aux multinationales de l'agrofourniture et autres? Ou est-ce que c'est au contraire de passer par une agroécologie qui passe par des pratiques agronomiques, qui fasse qu'on, par exemple, on utilise des variétés, des productions mieux adaptées au système, que on remette en place aussi des infrastructures agroécologiques, des haies, des bosquets, pourquoi pas de l'agroforesterie qui permettent de mieux être résilients, d'être plus résilients face au changement climatique. Voilà, moi je pense que, il vaut mieux jouer sur l'agriculture économe, autonome, mais c'est un vrai débat à avoir. Et en tout cas, j'espère que cette loi d'orientation agricole permettra d'avoir ce débat et d'enfin agir sur le type de vision de l'agriculture que nous souhaitons. Merci. Vous êtes OK, monsieur, madame la rapporteure? Très bien. Non, mais c'est important. Madame Trouvé, vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, qu'on avait des débats intéressants et qu'on n'était pas tous sur les mêmes positions. Je confirme, on n'a pas forcément tous la même vision. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous avez dit sur les technologies, sur la mécanisation, sur l'outillage, etc. Moi, je ne suis pas anti-mécanisation, je le dis. Mais c'est des débats intéressants. Alors, monsieur le rapporteur, pour une conclusion. Juste une petite conclusion. Si Aurélio éteint son micro, pour vous dire qu'on n'a pas pu répondre à tout. Je suis un peu frustré également de ne pas pouvoir le faire. Néanmoins, je crois que ça promet de beaux débats. Voilà, on sera là. Et je crois qu'il y a besoin effectivement de continuer à affiner nos positions. Moi, effectivement, sur cette partie matérielle, je ne partage pas tout à fait la même vision. Je crois effectivement que nous avons déjà suffisamment de difficultés à trouver de la main-d'œuvre dans tout un tas de domaines, que c'est aussi des tâches qui sont parfois extrêmement difficiles. Enfin, moi, je sais ce que c'est que traire des vaches. Je l'ai fait depuis l'âge de tout petit. Et je sais ce que c'est que de biner également des choux fourragés pour enlever des chardons. Sincèrement, si on peut avoir des solutions mécaniques, même si elles coûtent cher, aucun problème là-dessus, je ne suis pas contre. La seule chose qu'il faut, c'est donner une rémunération aux agriculteurs qui leur permettent à la fois de vivre et également de rembourser leurs annuités d'emprunt qui soulagent leurs tâches. Très beau débat. Merci en tout cas, monsieur et madame la rapporteure. On aura beaucoup de choses à dire à monsieur le ministre tout à l'heure, donc ça va être intéressant. Je vous propose de rester quelques instants dans la salle. On va couper la retransmission, mais on fait l'article 88 traditionnel sur nos deux propositions de loi. Merci, chers collègues, à tout à l'heure.